Fidèles téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, 22 mars, journée mondiale de l'eau sous le thème eaux usées. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Alousséni Maïga, accompagné d'une forte délégation et du préfet du cercle de Nara, a effectué une visite de terrain. L'objectif de cette mission est de se rendre compte sur place de l'état des réalisations en matière d'adduction d'eau et de fourniture d'énergie électrique. Envoyés spéciaux Amadou Kamara et Seydou Niari. Au cours de cette visite, la délégation du ministre a rencontré les chefs traditionnels, coutumiers et les autorités locales du cercle de Nara pour échanger sur les difficultés liées à l'électricité et à l'accès facile à l'eau potable. Elle a aussi visité des réalisations d'approvisionnement en eau potable et électricité dans les cercles de Nara. Le problème d'eau aujourd'hui, notre premier problème, c'est le problème d'eau, vraiment. On est géré par une société privée et leur moteur, on est en panne de moteur, en panne de pompe, tout. Mais présentement, avec l'arrivée vraiment de l'EDM, on est sur EDM aujourd'hui. Voilà, c'était géré par une association, mais cette fois-ci, la mairie a donné en gestion déléguée. Raison pourquoi cette société privée-là a pris fonction. On a saisi les autorités pourquoi on salue vraiment l'arrivée de l'EDM. La journée marathon a été caractérisée par la visite de certains projets et réalisations au niveau du cercle pour faire face à la problématique de l'eau et de l'électricité. Oui, ça peut résoudre les problèmes. Déjà, la station de pompage est raccordée maintenant à l'EDM. Donc depuis avant-hier, les pompes sont en train de fonctionner avec l'électricité de l'EDM. J'ai constaté le problème. C'est notre premier problème aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'EDM, avec la nouvelle situation, je crois que ça va aller. La visite, on est très content de la visite. Parce que bien avant son arrivée, l'EDM il a instruit à l'EDM vraiment de raccorder le système de pompage de Nara à l'électricité. Quand il est arrivé aussi, vraiment, il nous a donné une bonne nouvelle. À partir de maintenant, l'adduction d'eau sera gérée par des sociétés d'État, Somagep et puis Somapep. Ça, vraiment, on est très content. Alors, la situation, elle se présente comme suit. Nous venons de visiter la station donc, de pompage, donc le système d'alimentation en eau potable de Nara. Le problème d'eau à Nara, il est récurrent. On a des installations qui datent depuis 1996 et la source principale d'eau, les forages notamment, sont situés à une trentaine de kilomètres de la ville. Le ministre Malik Alousséni a rappelé que cette visite rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence sociale 2017-2020 consigné par le président de la République, traduit en action par son département qui vise principalement au renforcement du système d'adduction d'eau et d'électricité. Elles sont celles que Nara est un chef-lieu de cercle. Je pense que nous n'avons pas d'autre solution. Et conformément aux instructions du président de la République, à savoir donner de l'eau de façon permanente, mais aussi à un coût abordable, donc tenir compte des populations les plus démunies dans le service public de l'eau potable. La décision, ici à Nara, je l'ai indiqué au préfet et au maire, mais aussi aux députés, c'est que Nara, la décision, elle est prise de transférer la gestion de l'eau potable de Nara à la Somapep et à la Somagep. Le point sera fait par les services techniques compétents pour que la Somapep et la Somagep prennent en charge la gestion du service public de l'eau à Nara.
Au terme de cette visite, le ministre Malik Al-Husseini a exprimé toute sa satisfaction, a aussi expliqué les nouvelles mesures en cours pour répondre efficacement aux difficultés d'approvisionnement en eau potable et d'électricité des populations locales. Je vous le disais en titre, célébration ce 22 mars de la Journée mondiale de l'eau. Placée sous le thème « Eaux usées », cette édition 2017 permet de mettre en évidence les liens entre la gestion des eaux usées et les objectifs de développement durable. Khadija Kiti. Cette journée qui est célébrée chaque année dans le monde entier a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 22 décembre 1992 pour attirer l'attention de tous sur l'importance de l'eau douce, la ressource naturelle la plus importante pour l'humanité. Le thème mondial retenu cette année pour commémorer la 25e édition de cet événement est les eaux usées. La plupart des activités humaines produisent des eaux usées et plus de 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées dans l'environnement sans traitement. Limiter le déversement d'eau non traitée dans la nature permet non seulement d'épargner des vies et de renforcer les écosystèmes sains, mais contribuer aussi à une croissance durable. L'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement est essentiel aux droits de l'homme ainsi qu'à la dignité et la survie des femmes et des hommes à travers le monde, en particulier les plus défavorisés. Il est indispensable à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 car l'eau relie les 17 objectifs de développement durable et leurs cibles. Face à une demande croissante, les eaux usées peuvent constituer une autre source d'eau fiable. Pour cela, il faut modifier la gestion des eaux usées et passer d'un modèle de traitement et évacuation à un modèle de réduction, réutilisation, recyclage et récupération des ressources. Les eaux usées ne devraient plus être considérées comme un problème, mais comme une partie de la solution aux défis auxquels toutes les sociétés sont confrontées. Les eaux usées traitées peuvent constituer une autre source d'eau rentable, durable, sûre et fiable pour toute une variété d'usages, qu'il s'agisse de l'irrigation, des activités industrielles ou de l'eau potable, en particulier dans un contexte de pénurie d'eau. Pour y parvenir, il faudra changer les mentalités, sensibiliser et redoubler d'efforts afin de faire connaître les avantages de la réutilisation des eaux usées. L'amélioration de la gestion des eaux usées doit être au cœur d'une économie circulaire pour parvenir à un équilibre entre le développement et la protection et l'exploitation durable des ressources naturelles. Les avantages sont multiples pour la sécurité alimentaire et énergétique, mais aussi pour l'atténuation des effets du changement climatique. Inauguration du centre de santé secondaire et de l'école coranique de Nema Djawambe. Ces structures ont été offertes par un ressortissant du village. La cérémonie s'est tenue le samedi dernier en présence de plusieurs personnalités. Nous vous proposons d'écouter le préfet de Djema au micro d'Ousmane Khan et de Fousseini Keita. Nous sommes là vraiment pour saluer cet effort patriotique de M. Banema. Donc vous-même vous l'avez vu, depuis ce matin on est là. Donc c'est vraiment pour vraiment inaugurer, c'est pas une salle, c'est pas un dispensaire secondaire, donc un centre de santé secondaire comme si vous le voulez, et une médersa. Donc vous savez que ça c'est des infrastructures collectives. Donc, qui, en tout cas, dans l'état actuel des choses, des compétences transférées, donc ça fait partie des compétences transférées aux collectivités, aux communes précisément. Mais vraiment, lui, en tant que ressortissant de la commune, donc vraiment, il a pu quand même faire cet effort dans son village, en tout cas en construisant au profit des populations. Donc, ce centre secondaire que vous avez vu, ça fait vraiment un bâtiment vraiment imposant. Et cette médersa dans laquelle nous nous trouvons actuellement, donc vraiment, c'est des efforts à saluer, des efforts. Donc, ils méritent d'être vraiment, en tout cas signalés donc, aux autorités. Donc, et vraiment, ça incite aussi, invite tous les ressortissants, en tout cas tous les Maliens, si je veux le dire. Donc tous ceux qui ont les moyens quand même de ne pas attendre l'État ou bien les collectivités pour tout, les populations, si elles ont les moyens, elles peuvent bien vraiment en tout cas apporter leur contribution donc vraiment à l'effort de construction nationale. Le reste de l'actualité hors de nos frontières est commenté par Moussa Famba.
26 ministres dont 6 femmes, voici la composition du nouveau gouvernement somalien dévoilé mardi. Et d'un autre point de vue, donner un peu plus de place à la femme somalienne. En effet, même si on est encore bien loin de l'équité, ce nouveau cabinet a toutefois le mérite d'être plus ouvert au genre. Il est du reste le seul à compter le nombre le plus important de femmes depuis la chute du régime autoritaire du président Siad Barre en 1991. Les femmes du nouveau gouvernement somalien se sont vues confier par le Premier ministre des portefeuilles de la santé, des transports et ports, du commerce, des droits de l'homme ou encore de la jeunesse et des sports. Quant aux principaux portefeuilles, il reste pour l'heure l'apanage des hommes à un moment où la Somalie fait face à une double menace de sécurité et de famine. Ce nouveau gouvernement qui aura nécessité 4 semaines de consultation doit à présent être validé par le Parlement. Mohsen Ould El Hadji, président du Sénat en Mauritanie, aurait fui son pays pour se réfugier au Sénégal depuis dimanche. Une information pas encore confirmée à Nouakchott ou encore moins à Dakar. Pour la presse locale, ce subit départ a pour origine le rejet du projet de réforme constitutionnelle par le Sénat qui prévoit entre autres la suppression de plusieurs institutions importantes du pays, dont le Sénat. L'homme craindrait ainsi des représailles de la part du pouvoir, notamment du président qui n'a toujours pas réagi au boycott de son projet par les sénateurs. Le président a toutefois annoncé une conférence de presse ce mercredi. Vendredi, les sénateurs mauritaniens avaient débouté à 33 sur 56 le projet de révision constitutionnelle soumis par le gouvernement. Ce nouveau texte qui modifie la constitution en vigueur depuis 1991 prévoit non seulement une suppression du Sénat, remplacé par des conseils régionaux et un changement du drapeau national. Le texte prévoit aussi la suppression de la Haute Cour de justice, du médiateur de la République et du Haut Conseil islamique. Les députés béninois ont fait vite. La session extraordinaire demandée par le gouvernement de Patrice Talon pour examiner en urgence la loi portant révision de la Constitution s'ouvre ce vendredi à Porto Novo. Le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de tenir cette session extraordinaire sur 2 semaines. Cette évolution intervient 4 jours après le dépôt d'un projet de loi visant notamment à faire passer le mandat présidentiel à 6 ans non renouvelable. Le nouveau texte sera discuté suivant les prescriptions de la Constitution du 11 février 1990 qui prévoit qu'un projet ou une proposition de ce type doit recueillir au moins les 2 tiers des suffrages des députés. Alors que le processus est déjà enclenché auprès de l'Assemblée nationale, des critiques rappellent qu'au moment de son élection en avril 2016, Patrice Talon avait promis de procéder à cette réforme par voie référendaire. Un choix qui aurait été abandonné du fait des soutiens grandissants du nouveau président dans le Parlement. Le chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, candidate à la présidentielle prévue en avril et mai, est arrivée mardi à la mi-journée en N'Djamena pour une visite au Tchad. Aussitôt arrivée en N'Djamena, Marine Le Pen a rencontré le chef de l'État, Idriss Déby Itno. La coopération entre le Tchad et la France et la lutte contre le terrorisme ont été au centre de l'entretien que la candidate frontiste a eu avec le président tchadien. Ce mercredi, la présidente du Front National doit rencontrer les militaires français de l'opération Barkhane de lutte contre des groupes terroristes dans le Sahel. Elle sera également reçue par la première dame et aussi par le président de l'Assemblée nationale. C'est la 2e rencontre officielle de Marine Le Pen avec un chef d'État en activité en 1 mois après sa rencontre le 20 février à Beyrouth avec le président libanais. C'est reparti pour une nouvelle saison de l'état d'urgence au Niger. Décrété le 3 mars dernier pour une période initiale de 15 jours, l'état d'urgence dans la région ouest du pays a été renouvelé lundi, cette fois pour une période de 3 mois. La mesure couvre les départements limitrophes de la frontière malienne où des attaques terroristes se font régulièrement ces derniers mois. Plusieurs dizaines de soldats nigériens y ont notamment été tués dans des assauts souvent attribués à des groupes terroristes maliens liés au mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest Mujahou. La menace est d'autant plus pesante qu'il y a quelques semaines, les principaux mouvements terroristes qui sévissent dans le nord du Mali voisins ont annoncé la création d'une alliance sous la bannière noire d'Al-Qaïda. Cette nouvelle coalition représente inéluctablement une menace non seulement pour le Mali, mais également pour ses pays voisins, dont le Niger. Avec l'état d'urgence, le Niger entend dès lors renforcer le pouvoir de ses forces de l'ordre, par exemple à ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Apaisement de la crise du football malien, le comité provisoire de normalisation du football a entamé une série de rencontres avec les notabilités de Bamako, aussi bien qu'avec les leaders religieux. C'est dans ce sens que le président Sidi Diallo, accompagné d'une délégation, a été reçu mardi dans la famille Chérifla par le guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara. Le point avec Youssouf Koulibaly. Dans le souci d'apaiser les tensions et de réunifier les acteurs du ballon rond,
le comité de normalisation a rendu une visite de courtoisie au guide spirituel des Ansars, Chérif Ousmane Madan Haïdra. Néanmoins, l'un des médiateurs de la crise du football malien qui dure depuis 3 ans, afin de recueillir ses sages conseils et ses bénédictions. Au cours des échanges, le président du comité de normalisation, Sidi Diallo, a remis les décisions qui abrogent la délégation du pouvoir au bureau exécutif de la Fédération malienne de football et qui décrète la mise en place du comité de normalisation conformément aux lois en vigueur au guide spirituel des Ansars, Chérif Ousmane Madan Haïdara. Nous sommes venus voir Madame Chérif Haïdara pour qu'il nous accompagne avec des bénédictions. Avant lui, nous avions vu ce matin les jeunes musulmans qui également nous ont accompagnés et nous ont assuré de leur soutien. Donc pour l'instant, nous avons l'intention de continuer cette démarche-là envers tout ce qu'on peut avoir comme notabilité, qui aime le sport, qui aime le football. Et notre plaisir aurait été d'ailleurs de faire en sorte que tous les Maliens puissent en parler. Donc voilà un tout petit peu ce qui nous amène chez Madame Chérif Haïdara. On appelle les gens à nous soutenir, mais on peut pas. Il n'y a pas de message qui puisse amener les gens à réunifier la grande famille du football. Il faut agir. Après avoir écouté les visiteurs du jour, la famille Chérifila s'est résolument engagée de soutenir le président Sidi Diallo et ses hommes pour le bon accomplissement de leur mission. Oui, comme c'est décret du ministre, mais puis il n'a pas fait ça pour rien, parce que Oustaz même, lui, il a bien parlé de ça. Il a dit que comme il y avait des fédérations, qu'il y avait des mésententes entre eux. Bon, Oustaz a dit que lui, il a parlé entre eux, mais plusieurs fois. Ils ont fait à peu près quelques nuits. Et il commence depuis 22h jusqu'à 2h du matin. Mais Dieu n'a pas... Bon, on ne dit pas Dieu n'a pas voulu, mais ça n'a pas allé comme nous voulons. Bon, alhamdoulilah, bon, pour faire changement, pour que nous tous, on peut être à l'aise avec la fédération. Bon, je pense que ça, c'est demandé même, c'est doit faire. Bon, le ministre prend la décision pour faire changement. Et puis il est venu avec la nouvelle fédération. Je pense que ça, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est bien. Bon, nous, on donne comme conseil pour toutes les équipes qu'on accepte pour qu'il y ait solidarité soit entre nous tous. Je pense que c'est ce que moi, je peux dire à propos de cela. On doit accepter. Vraiment à aider cette équipe-là, parce que nous sommes des Maliens. Nous sommes des Maliens et nous sommes aussi des leaders religieux. Bon, si le ministre et ses collaborateurs sont venus ici pour demander l'aide, on est prêt à les aider. Ça, c'est simple ça que je peux le dire. Merci. Les séries de bénédictions et des séances photos ont meublé cette audience. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérifla Télévision. Rendez-vous demain à 19h.